bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le 25 juillet 2020 pour le 199e rapport de situation sur le Donbass. Un rapport qui va être principalement axé sur la situation militaire, mais aussi la partie diplomatique, avec le dernier sabordage en date des accords de Minsk par l'Ukraine, et l'évolution de la situation là-bas, où ça devient de pire en pire. Du point de vue militaire, du 18 au 24 juillet 2020, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en RPD à 38 reprises, donc on est à plus que la semaine dernière, durant lesquelles elle a tiré 121 au but de mortier de 120 et 82 mm, donc là on est un petit peu moins, pour un total de 233 munitions, donc là on est à presque la moitié de la semaine dernière. Il faut y rajouter les 5 violations du cessez-le-feu et les 151 munitions tirées, dont 6 obus de mortier de 82 mm par les forces armées ukrainiennes contre la RPD durant les dernières 24 heures. Les tirs de cette semaine n'ont pas fait ni de morts ni de blessés. Par contre, 8 habitations ont été endommagées, un gazoduc, une importante conduite d'eau, je vais y revenir. La station de pompage de Vassilievka s'est aussi retrouvée prise sous les tirs de l'armée ukrainienne. Bon, côté ukrainien, les pertes de la semaine dues aux tirs donc de réponse de la milice populaire de la RPD sont de 4 morts et 7 blessés. On a détruit aussi un de leurs drones de type Mavic Pro, et les pertes hors combat côté ukrainien pour la semaine sont de 6 morts et 29 blessés. Voilà un petit peu la situation. Au niveau des armes lourdes, eh ben, c'est pas bon du tout, parce que l'armée ukrainienne continue de déployer massivement ses armes près de la ligne de front et surtout près d'infrastructures civiles ou d'habitations. Cette semaine, les services de renseignement de l'RPD ont ainsi détecté le déploiement de 53 pièces d'armement lourd en violation des accords de Minsk, donc on est au double de la semaine dernière. Dans le détail, on a 3 obusiers automoteurs Gvozdika de 122 mm, on a 8 systèmes de défense anti-aérien Strela 10, 3 systèmes de défense anti-aérien Zhushka, 3 véhicules de transport de troupes blindées type BTR, 17 véhicules de combat d'infanterie type BMP et 19 véhicules blindés. Donc ça, c'est pas bon du tout. Je vais revenir sur cette histoire de tentative de s'approcher des positions de la milice populaire près de Zaïtsevo, et entre autres sur le fameux Biélorusse naturalisé estonien, vous vous en souvenez, le Mykola Ilin, qui est mort donc près de Zaïtsevo lors de cette tentative. Vous vous souvenez que donc, je vous avais publié des vidéos de ce que sa caméra avait filmé, mais il n'y a pas que la caméra qui a du contenu intéressant, son téléphone aussi. Déjà il y a eu une photo de lui le montrant avec son surnom militaire visible sur son uniforme et son gilet pare-balles. Je trouve est assez intéressante, parce que vous voyez, donc je vais vous la montrer, son surnom militaire c'est Médic. Médic, ça veut dire toubib, médecin. Et je pense que c'est de là que c'est venu, cette histoire de médecin tué par la milice populaire. Je pense que le commandant de sa brigade a été inspiré par son surnom, tu vois, ça lui a stimulé l'imagination. Mais voilà, mais il était armé jusqu'aux dents, je veux dire. On le voit d'ailleurs sur la vidéo de sa propre caméra, on le voit avec son fusil mitrailleur à la main. Donc bon, non, c'était pas un médecin. Il y a eu d'autres photos aussi qui ont été publiées, qui le montrent avec des soldats américains, dont un, dont le nom de famille est Rodriguez, qui semble beaucoup aimer l'herbe qui se fume. Ouais, il y a des photos très intéressantes sur son téléphone. Je vais vous les montrer. Et il fait pas que, semble-t-il, s'intéresser à ce que fument ses petits copains américains. Il les invite aussi à venir combattre dans le Donbass côté ukrainien. C'est ce qu'a révélé une conversation WhatsApp qu'il a eue avec un Américain qui a l'air de se prénommer Patrick. Alors je sais pas si c'est son vrai prénom ou si c'est un surnom. Je vais vous montrer donc le screenshot de la discussion que je vous traduis. Donc là le Mykola, donc qui est ce Biélorusse naturalisé estonien, qui lui dit hey, frangin, bouge ton cul et viens ici, nous avons beaucoup de choses à faire. Donc là le Patrick lui répond putain, pourquoi diable devrais-je y aller? Le Mykola lui répond hey, écoute-moi, il y a un troupeau de porcs ukrainiens qui doit être mis à l'étable. Ce sont des putains de dégénérés. Ils ont besoin d'un maître blanc.
édifiant. Donc là, le Patrick lui répond que c'est intéressant. Le Nicolas continue sur sa lancée. Il lui dit, viens ici, nous devons remettre les choses en ordre ici. De manière générale, c'est l'endroit idéal pour s'entraîner, acquérir une expérience du combat. Donc là, son interlocuteur américain lui dit, ouais, ça pourrait être utile. Et là, le Nicolas lui répond, nous allons les mettre au pas, puis nous filerons d'ici. Nous avons des choses à faire, il faut affronter les Noirs. Hein, donc là, il met après un truc White Lives Matter. Hein. Donc c'est intéressant quand même ce que les néo-nazis occidentaux qui viennent combattre côté ukrainien pensent de leurs charmants camarades ukrainiens. Des porcs. Des porcs et des putains de dégénérés. Qui ont besoin d'un maître blanc. Ouais, là je pense que ça résume toute la schizophrénie hein, de l'adhérence des Ukrainiens à l'idéologie d'abord nazie en 1941 et puis néo-nazie maintenant. Vous êtes maso les mecs, parce que vous adhérez à une idéologie qui vous considère comme des Untermensch. Et les mecs le disent dans votre dos d'ailleurs, hein, donc voilà. Et vous accueillez ces mecs-là à bras ouverts et vous leur faites des ponts d'or et vous les montrez à tous vos médias hein, comme des héros de l'Ukraine et machin patin couffin, hein, mais ces mecs-là vous crachent à la gueule. D'accord, ils vous considèrent comme des porcs, des putains de dégénérés qui ont besoin d'un maître blanc. Donc ils vous considèrent même pas comme des blancs, tu vois, je veux dire... Non, ils vous considèrent comme des sous-hommes, quoi. Bon, je pense que... Enfin, à un moment, il faudra quand même vous questionner hein, sur les idéologies auxquelles vous adhérez, parce que, bon... Je veux dire, adopter une idéologie qui considère que vous êtes des sous-hommes et qu'il faut vous exterminer, parce que c'était ça le plan des nazis, hein, je vous rappelle quand même, c'était d'exterminer une bonne partie de votre population, et puis les survivants, les utiliser comme esclaves, entre autres, dans les fermes qui avaient été refilées à des Allemands qui étaient là pour germaniser la région, quoi. Je veux dire, bon. Si vous considérez que c'est au KLM d'adhérer à une idéologie qui pense ça de vous... Ouais, c'est un nouveau concept d'ethnomasochisme. Là, c'est même au-delà, tu vois, du fait de se mettre à genoux ou des conneries comme ça, quoi. Enfin, là, je veux dire, là, ça va très loin, quand même. Là, faudrait quand même peut-être un petit peu vous réveiller. Sur le plan militaire, surtout, la grosse nouvelle de cette semaine, ça a été la destruction, le 22 juillet, par l'armée ukrainienne d'une importante conduite d'eau. Donc j'en avais déjà parlé vite fait quand l'armée ukrainienne avait déjà bombardé cette zone il n'y a pas très longtemps. Donc c'est la zone de la mine 6-7 qui est en périphérie de Gorlovka. Et il faut savoir qu'il y a une station de pompage et une importante conduite d'eau très grosse qui passe à cet endroit-là. Déjà la dernière fois, donc la station de pompage avait été endommagée. Bon, bah là, ils ont carrément explosé la conduite d'eau. Donc en fait, le 22 juillet au matin, l'armée ukrainienne a tiré à coups d'obus de mortier, hein, carrément, sur cette zone-là. Et bon, bah les obus de mortier ont littéralement déchiqueté une conduite d'eau de plus de 2 mètres de diamètre. Je vous montrerai les photos. Je vous renvoie à la chaîne YouTube de Donbass Insider. J'ai publié 2 vidéos qui montrent l'importance des dégâts. Entre autres, le jour même, vous voyez la quantité d'eau qui s'échappait de la conduite avant que la station de pompage toute proche ne soit coupée pour arrêter l'hémorragie, quoi. Et permettre les travaux de réparation, parce que voilà, il n'y a pas d'autre choix. Parce que là, la conduite, elle perdait quand même 65 000 mètres cubes d'eau par heure. C'est juste énorme. Donc du fait qu'on a dû arrêter la station de pompage toute proche et qu'on doit aussi arrêter la station d'épuration de Donetsk pour pouvoir faire les travaux qui vont durer à peu près 1 semaine. Bon, heureusement l'Ukraine a donné assez rapidement hein, les garanties de sécurité pour mener les travaux. Ils n'ont pas trop le choix parce qu'en fait, comme je l'ai déjà expliqué, les conduites d'eau qui desservent la RPD, bah, elles desservent aussi l'autre côté. Donc le côté qui est contrôlé par l'Ukraine est aussi impacté par cette destruction, en tout cas pour l'instant, hein, puisque le petit projet qui doit être financé par la France à hauteur de 60 millions d'euros n'a pas encore été mis en œuvre hein, pour la fameuse déviation qui doit alimenter Mariupol. Bon, le jour où ça sera fait, ça sera une autre histoire. Mais bon, en attendant, comme on a dû couper quand même la station de pompage et la station d'épuration, on est passé sur un circuit de secours.
circuit de secours, qui est celui du réservoir de Verkhney-Kalmius, mais bon, ça couvre pas la totalité de ce que fournit le canal Sibierski-Donetsk-Donbass, qui est le canal principal. Donc là, on a un volume d'approvisionnement en eau pour l'RPD qui a été réduit à peu près de moitié. Donc c'est quand même pas terrible. Voilà, donc je vous encourage à aller voir les vidéos des dégâts qui ont été fournis par Ivan Prihodko, qui est le maire de Gorlovka. Donc comme j'ai dit, les travaux ont déjà commencé, donc il y en a encore pour plusieurs jours, en espérant que l'armée ukrainienne va se tenir tranquille et ne va pas rebombarder la zone, parce que la conduite, elle est à peine à 400 mètres de la ligne de front, quoi. Donc c'est vraiment très dangereux. Donc les employés de la compagnie Eau du Donbass ont beaucoup de courage d'aller faire les travaux dans ces conditions, hein. C'est vraiment très très dangereux pour eux, c'est des héros, hein, ces gens-là, tous les gens de ces sociétés, électricité, gaz, eau, qui vont réparer dans des zones extrêmement dangereuses, ce sont des héros. Il y en a un bon nombre qui ont malheureusement été blessés ou tués lors de bombardements de l'armée ukrainienne, alors même qu'ils essayaient de réparer les lignes électriques, les gazoducs ou les conduites d'eau endommagées par des bombardements précédents. Donc voilà, ça c'est vraiment des héros. Et je tenais quand même à le souligner. Et alors ce qui est frappant, c'est que le même jour où a eu lieu ce bombardement de la conduite d'eau, donc de la mine 6-7, c'est le jour où un accord a été conclu au sein du groupe de contact trilatéral, hein, donc qui continue de se réunir par vidéoconférence. Donc c'est un accord qui concerne les mesures additionnelles de contrôle du cessez-le-feu, dont je vous parle depuis des mois, où ça stagne, ça fait 6 mois que ça traîne cette histoire, qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et là, le 22 juillet, miracle, ils arrivent enfin à se mettre d'accord entre l'Ukraine, les RPD et les RPL, et tout le monde signe le document. On se dit, hurrah, bon. Moi j'étais un petit peu sceptique, parce que bon, je veux dire, à chaque fois qu'ils signent un truc, ils font rien derrière. Donc j'étais quand même pas très optimiste. Voilà. Surtout que bon, ces mesures additionnelles, elles ont été approuvées à peu près 1 an jour pour jour, hein, parce que après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu complet et permanent, qui était donc commencé le 21 juillet 2019, donc 1 an et 1 jour après, on approuve ces mesures additionnelles. Sauf que vu du résultat de ce cessez-le-feu soi-disant complet et permanent, tu comprends pourquoi ces mesures additionnelles étaient nécessaires. La représentation de l'RPD au sein du CCCC a fait un petit bilan statistique. Je vais vous montrer 2-3 petits slides et puis vous donner 2-3 petits chiffres. Hein, donc en 1 an, du 21 juillet 2019 au 20 juillet 2020, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu à 3879 reprises, tiré 34 189 munitions, dont 10 102 d'un calibre interdit par les accords de Minsk. Donc ça c'est juste pour les RPD, hein, je vous parle même pas encore de la RPL. Ces tirs ont fait 5 morts et 60 blessés parmi les civils de la RPD. Ils ont aussi endommagé 121 pièces d'infrastructures vitales, 753 habitations, et il y en a 37 habitations qui ont été totalement détruites. Ça fait quand même beaucoup pour une trêve totale et permanente. Et le pire, c'est que non seulement l'armée ukrainienne n'a pas été foutue de respecter le cessez-le-feu, à peine était-il entré en vigueur, hein, je le rappelle, mais elle n'a pas non plus respecté les autres mesures, hein, comme par exemple l'interdiction des opérations de sabotage reconnaissance. Hein, je rappelle, la dernière, elle date d'il y a 12 jours. Hein, celle où l'Estonien, il s'est fait sauter sur une mine. Pareil pour les mesures disciplinaires contre les soldats qui violent le cessez-le-feu. Hein, on n'a toujours pas vu le bout d'une, ou l'interdiction du placement des armes lourdes dans les localités ou à proximité. Hein, comme vous avez pu le voir en début de ce site rep, hein, ça continue. Hein, là, plus d'une 50aine de pièces d'armement lourd qui sont disposées près de la ligne de front et pour un certain nombre d'entre elles, près d'infrastructures ou d'habitations civiles. Donc là, l'accord conclu le 22 juillet est composé de 7 mesures qui doivent normalement prendre effet le 27 juillet, mais je vais vous expliquer pourquoi je vais pas partir dans les détails et que je vais pas m'éterniser dessus. Parce qu'en fait, dès le lendemain, l'Ukraine a en fait peu ou prou annulé sa signature. Oui, 6 mois pour arriver à un accord, et dès le lendemain, ils foutent déjà le truc en l'air.
On peut déjà remercier donc Zelensky hein, pour ça, hein, parce que donc il est venu dans le Donbass avec la présidente de la Confédération suisse, hein, pour l'enfumer totalement, hein, comme d'habitude. Et donc il a fait une déclaration officielle qui a été publiée sur son site, hein, donc c'est pas de la propagande russe, vous irez voir sur mon article, le lien vers le site du président ukrainien y est, vous pourrez aller constater vous-même que c'est effectivement ce que Zelensky a déclaré. Et donc Zelensky a sorti que en fait l'accord devait être signé par les dirigeants des pays du format Normandie pour être mis en œuvre, pour pouvoir entrer en vigueur. Comme si Poutine, Merkel, bon j'ai mis Macron pour la forme, enfin bon lui je pense qu'il a du temps à perdre, mais je pense que Merkel et Poutine ils ont pas trop le temps pour ce genre de conneries, hein. Je pense que c'est une ânerie totale. Je veux dire, le format Normandie est pas chargé de ce genre de choses. C'est le travail du groupe de contact trilatéral. Je veux dire, si à chaque fois que le groupe de contact signe un truc, ça doit être signé par le format Normandie, bah le groupe de contact trilatéral, il sert à rien. Tu vois, je veux dire, c'est n'importe quoi. En plus, il a complètement menti, Zelensky, en déclarant que cet accord, c'était juste une déclaration générale et qu'ensuite le groupe de contact trilatéral doit discuter les détails. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est au contraire une procédure extrêmement détaillée avec 7 mesures, donc je vous envoie vers mon article, vous irez regarder les 7 mesures, c'est extrêmement précis, hein, ça dit qu'est-ce qui est interdit, et si jamais il y a donc une tentative entre autres de s'approcher des positions de l'ennemi comme on a eu là, hein, le 13 juillet, il y a toute une procédure expliquant voilà, ce que la partie concernée doit faire pour avoir ensuite le droit de donner l'ordre de tirer en réponse. Donc c'est pas du tout une déclaration générale, c'est un document extrêmement technique avec une procédure détaillée. Donc au contraire c'est le format Normandie qui doit s'occuper de donner les grandes lignes et les déclarations générales, mais c'est pas le boulot du format Normandie de signer ça, c'est pas de sa compétence. Voilà, ça c'est la compétence du groupe de contact trilatéral, ce qu'ils ont fait. Hein, comme je dis, en plus pour une entrée en vigueur avant le 27, on est déjà le 25, vous croyez vraiment que Poutine et Merkel, ils ont le temps là d'ici 2 jours d'aller s'occuper de signer une connerie pareille? Non mais sérieusement quoi. Là, on plane mais complètement. Et puis alors là où il est parti complètement en couille, mais totalement, c'est quand il a sorti qu'il fallait déchiffrer, hein, chaque point des accords de Minsk pour voir lesquels ils peuvent mettre en œuvre ou pas. Voilà, le Zelensky, il croit que les accords de Minsk, c'est un buffet à volonté de chez Flunch, quoi, tu vois. C'est en mode, ouais, alors je vais prendre les points 1, 3, 6... 13, puis un petit bout du 9, mais pas la totalité, puis le reste, non, je laisse, j'aime pas. Délire total. Je rappelle, ceci est un accord de paix validé par une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Hein, non, c'est pas le menu à la carte. C'est pas... je prends l'entrée au choix, le plat au choix, et puis café ou dessert, quoi, tu vois, non, c'est... Non. Tous les points des accords de Minsk doivent être appliqués, et dans l'ordre dans lequel ils ont été écrits, hein. Je dis ça parce que la Rada aussi a l'air d'avoir un petit problème avec le concept du retour du contrôle de la frontière après les élections locales, hein, voilà, ils nous ont pondu le 15 juillet une résolution sur les élections locales, justement, disant le contraire, hein, voilà, donc une résolution où ils te disent que les élections pourront pas avoir lieu avant que l'Ukraine ait récupéré le contrôle de la frontière. Donc là, vous avez officialisé le fait que vous appliquerez pas les accords de Minsk dans l'ordre. C'est quand même magnifique. Donc jusqu'ici, c'était les déclarations d'officiels. Là maintenant, la Rada a entériné le truc. Voilà, en disant les élections locales pourront pas avoir lieu avant que on récupère le contrôle de la frontière. Sauf que ça, c'est en contradiction totale avec les accords de Minsk. Donc en clair, vous officialisez le fait que vous n'allez pas les appliquer. C'est aussi simple que ça. Hein, et puis alors concernant le déchiffrage hein, des accords de Minsk, enfin excusez-moi, le truc il est en police géante taille 14, ça prend 4 pages format A4 et encore la dernière page ça prend 3 lignes, le reste c'est toutes les signatures
hein, donc de la Russie, de l'Ukraine, de la RPD, de la RPL, de l'Allemagne, de la France et de l'OSCE. Hein. Vous avez les 3/4 de la page, c'est juste les signatures. Et quand je dis 4 pages, hein, je vous dis, il y a une page où t'as la moitié de la page, c'est les notes de bas de page. C'est les petites explications, les trucs en bas du truc, en bas du contrat, hein, comme dans les contrats d'assurance, les trucs en tout petit. Mais bon, voilà, je veux dire, c'est pas très compliqué. Je veux dire, les accords de Minsk, ça tient en 13 points, c'est simple comme bonjour, même un gamin de 7 ans peut comprendre. Hein. Je veux dire, j'ai pas mis 6 parce que 6, il commence à apprendre à lire, tu vois, donc je me dis, voilà. Mais 7 ans, normalement, un gamin, tu lui fais lire les accords de Minsk, tu lui demandes d'expliquer ce qu'il a compris, je pense que normalement, il a compris l'essentiel. Donc si Zelensky a besoin de déchiffrer les accords de Minsk, hein, t'as l'impression que le truc, c'est une équation complexe, thermodynamique, enfin, je veux dire, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Je veux dire, le mec, il a un QI de moule à varier trop cuite. Je veux dire, il a un QI à un chiffre. Parce que c'est pas possible, je vous dis, même un gamin, il comprendrait ça. D'ailleurs, c'est plus ou moins ce qu'a sous-entendu la Russie via la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, qui a été interrogée par Soloviev, donc ce fameux journaliste hein, que Gordon avait accusé de lui avoir jeté une malédiction. Là. Et Soloviev a interrogé Zakharova à ce sujet en lui disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce que les accords de Minsk, c'est quand même pas très long, comme je vous dis, hein, c'est quand même pas compliqué comme texte. Et Maria Zakharova lui a dit, bon, déjà que la Russie était prête à aider l'Ukraine à déchiffrer les accords de Minsk, bon, ça c'est clairement, il se fout de sa gueule. Et puis, elle lui a dit, en réponse au fait qu'il dit, enfin, c'est quand même, le texte est pas long, qu'est-ce qu'il y a besoin de déchiffrer? Zakharova lui a sorti en rigolant, mais c'est des enfants. Ça en dit long, quand même. Je veux dire, vous avez réussi à torpiller totalement toute forme de respect envers les politiciens ukrainiens de la part de la Russie, quoi. Enfin, je veux dire, quand les mecs ils vous traitent de gamins parce que vous êtes là en train de dire que vous n'êtes pas capable de comprendre un texte aussi simple que ça, je veux dire, si vous avez vraiment besoin de déchiffrer les accords de Minsk pour comprendre ce qu'il y a dedans, c'est grave. Zelensky ferait mieux de laisser le pouvoir à des gens qui ont un QI à 3 chiffres, puis de retourner faire le clown à la télé, hein, si c'est le maximum que son niveau intellectuel lui permet de faire. Hein, je veux dire, là, avec cette manœuvre, Zelensky passe pour un con, a totalement détruit le processus de négociation de Minsk, puisque il a annulé quasiment la signature de ses représentants au sein du groupe de contact trilatéral à peine le lendemain. Donc leur signature ne vaut plus rien. Donc à chaque fois qu'ils vont signer un truc, on va considérer que ça vaut que dalle. Donc ça sert à rien en fait de négocier avec eux. Entre ce qu'il a sorti puis le vote de la Rada, là pour moi les accords de Minsk ont été amenés par l'Ukraine dans une impasse totale. Donc là, en fait, on n'a plus qu'à attendre la déclaration, enfin le certificat de décès officiel, quoi, tu vois, enfin, je veux dire, des accords de Minsk. Et puis après, ils vont nous sortir leur petit plan B, officiellement, le fameux scénario chypriote, ou transnistrien, appelez ça comme vous voulez. Mais voilà. Mais là, ils ont complètement torpillé et les accords de Minsk et le processus de négociation. C'est tout. Enfin, je veux dire, à quoi ça sert de négocier pendant 6 mois avec des mecs, si à peine ils ont signé, le lendemain, le président torpille le truc et annule la signature, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Enfin, grand n'importe quoi. Et puis, au rayon diplomatie co, l'OSCE aussi s'est fait remarquer cette semaine. Je vais vous montrer un screenshot de leur rapport du 22 juillet, qui montre une énorme quantité d'armes lourdes. Hein. On parle quand même de 87 pièces d'armement lourd et 90 véhicules blindés, qui seraient sortis des zones de stockage en RPL, en République populaire de Lugansk, tout en étant au-delà de la limite de retrait des armes hein, par rapport à la ligne de front. Donc ça n'enfreint pas ce point-là des accords de Minsk, mais ils ne seraient pas dans les zones de stockage. Ça fait beaucoup quand même. 167 pièces d'armement hors des zones de stockage, c'est très bizarre. Je veux dire, vous regardez les rapports habituellement, vous avez quelques pièces qui sont sur polygone pour entraînement, par-ci par-là, aussi bien en RPD qu'en RPL, rien de sérieux. Donc là, c'est quand même très bizarre. Et l'explication est venue d'Andrei Marochko, donc qui est le porte-parole de la milice populaire de l'RPL, qui a souligné qu'en fait les polygones sur lesquels se trouvent ces armes, c'est en fait les zones de stockage désignées pour ces pièces d'armement lourd, hein, parce que bon, c'est quand même encombrant, hein, des chars d'assaut,
des grands canons de 122 mm, etc. Je veux dire, on n'a pas des entrepôts à gogo pour aller stocker absolument tout, donc il y a un certain nombre de ces pièces qui sont stockées en extérieur, tout simplement, et l'OSCE le sait. Ils le savent parfaitement. Donc ils font semblant d'avoir oublié que les polygones sur lesquels sont ces armes, c'est en fait les zones de stockage désignées pour ces armes, pour faire croire qu'il y a une violation massive des accords de Minsk de la part de la RPL. Voilà. L'OSCE, son objectivité, tout ça, ouais. Enfin, quand je vous dis que cette organisation est complètement biaisée, hein, je veux dire, là on en a une preuve évidente, hein, je veux dire, ils sont pro-Ukraine, hein, je veux dire, quand même les choses comme elles sont. Je vais revenir vite fait sur le procès du MH17. Je dois encore étudier un élément qui concerne 2 des conversations téléphoniques qui ont été fournies par le SBU en tant que preuve. Il y a un truc qui potentiellement peut montrer que en fait ce sont des faux, mais il faut que je vérifie vraiment le truc en détail et j'ai pas eu le temps. Mais je voudrais revenir sur le fameux dépôt de plainte des Pays-Bas contre la Russie auprès de la CEDH, parce qu'en fait cette procédure va totalement à l'encontre de la position des procureurs et juges néerlandais du procès qui est en cours à La Haye. J'explique pourquoi. Ces derniers, en fait, ont refusé de considérer que les 4 accusés puissent bénéficier de ce qu'on appelle l'immunité accordée aux combattants. Donc, normalement, en cas de conflit, de guerre, etc., on considère qu'il y a une certaine immunité concernant les soldats qui participent à ce conflit. Un point qui avait été tenté comme défense, et ça avait été refusé. En arguant que la milice populaire, à l'époque, n'était pas du tout une armée structurée avec un commandement et qui obéit aux ordres d'un pays réellement structuré aussi. C'est vrai que l'été 2014, c'était encore chacun fait un peu ce qu'il veut. Donc les juges néerlandais ont refusé cette position de défense-là. Le problème, c'est que pour attaquer la Russie devant la CEDH, les Pays-Bas doivent partir du postulat inverse et dire que la milice populaire obéissait à Moscou. Et que donc la culpabilité des miliciens rejaillit sur le pays dont ils prenaient les ordres, soi-disant. Et là, vous voyez venir la couille, parce que c'est en contradiction totale avec la position du procès en cours. Donc soit Girkin, Poulatov, Dubinsky et Kharchenko obéissaient aux ordres de la Russie, et donc le conflit du Donbass est un conflit international, ils obéissaient à un commandement unifié, et dans ce cas, ils bénéficient de l'immunité des combattants. Fin du procès à La Haye, rideau. Soit ils étaient une bande armée indépendante de la Russie, et cette dernière ne peut pas être poursuivie. Mais ça peut pas être les deux en même temps, hein. C'est comme toujours, vous pouvez pas avoir le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crinière et son sourire avec. Ça va pas marcher. Hein, voilà, à un moment, va falloir être cohérent dans le truc. Hein. Non, mais mettez-vous d'accord hein, entre le gouvernement des Pays-Bas et puis le ministère de la Justice, hein, parce que là, ça devient n'importe quoi. Je vais reparler brièvement de l'épidémie de coronavirus, faire un petit point. En RPD, on en est à 1645 cas, donc on est à 133 de plus que la semaine passée. 96 morts, donc 9 de plus, et 747 personnes qui ont guéri, donc là on a 47 de plus que la semaine passée. En RPL, on a 606 cas, donc 11 de plus, 15 morts, donc là ça n'a pas bougé, et 561 personnes guéries, donc là c'est 49 de plus que la semaine dernière. En Ukraine, on en est à 63 929 cas, soit 5 818 de plus, et 1590 morts, soit 113 de plus que la semaine passée. Alors en RPD, donc là les corridors humanitaires se poursuivent, donc là le point de passage de Yelenovka va être ouvert en mode corridor humanitaire 2 fois par semaine, hein, donc on continue à faire passer des gens au compte-gouttes, tout doucement, hein, pour permettre aux gens d'aller faire ce qu'ils ont à faire d'un côté ou de l'autre de la ligne de front. Et en RPD toujours, les capacités de test ont été légèrement augmentées, donc désormais les habitants peuvent aller se faire tester pour voir s'ils sont infectés par le coronavirus ou
s'ils ont des anticorps pour le Covid-19 dans 2 polycliniques, une à Donetsk et une à Makeyevka. Le test coûte un peu plus de 1500 roubles, donc un petit peu moins de 20 euros. Bon, néanmoins, les autorités recommandent de le faire que si vous avez vraiment une suspicion, c'est-à-dire si vous avez des symptômes, si vous avez eu quelque chose qui vous laisse à penser, vous ou votre médecin, que vous avez eu le coronavirus ou que vous l'avez. Le but, c'est de ne pas saturer les labos, parce que là, avec juste 2 polycliniques pour l'instant qui peuvent le faire, c'est clair que voilà, ça risque d'être vite saturé si tout le monde se pointe là-bas. Donc voilà un petit peu la situation en termes d'épidémiologie. Alors en Ukraine, le récit mythologique du Maïdan est en train de prendre la flotte façon Titanic, suite aux révélations d'un ancien associé de Poroshenko, David Jvania, qui a déclaré que l'Euromaïdan avait été mené par des groupes criminels dirigés par ceux qui se sont ensuite retrouvés au pouvoir, c'est-à-dire le bloc Poroshenko et le Front populaire. Il a déclaré qu'il avait participé tant au financement de l'Euromaïdan, donc pour alimenter les manifestations, etc. Il a aussi participé à un joli pot de vin de plusieurs millions de dollars à des officiels européens, et entre autres allemands, pour qu'ils soutiennent la candidature de Poroshenko à la présidentielle ukrainienne après le coup d'État. C'est magnifique, c'est juste superbe, la vérité commence à sortir, voilà, c'est les histoires de manifestations populaires de mécontentement contre Yanukovych, oui au départ, oui il y en avait, mais après tout ça a été entretenu avec du pognon fourni par des oligarques ukrainiens qui en ont retiré des bénéfices derrière. Alors pourquoi est-ce qu'il a décidé de révéler tout ça maintenant? Tout simplement parce qu'il voit que Porky essaye de revenir au pouvoir en misant sur la chute de la popularité de Zelensky, et parce qu'il veut pas que les Ukrainiens se fassent avoir de nouveau par l'ex-président ukrainien. Et il a dit clairement, voilà, je veux que vous compreniez qui est réellement Poroshenko, allez pas retomber dans le panneau une deuxième fois. Donc c'est pour ça qu'il explique un peu tout ça, mais je vous dis, tout va finir par sortir. Je dis toujours, les mensonges prennent l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, mais elle finit toujours par arriver à destination. Et puis en Ukraine toujours, le refus total de la langue russe et des livres en langue russe en Ukraine est en train de couler la science ukrainienne, mais aussi sa médecine. En fait, depuis l'an passé, l'Ukraine a banni toute importation de livres en provenance de Russie. Petit problème, c'est que la littérature scientifique en ukrainien est quasiment inexistante, ce qui s'explique par ce fait que cette langue étant plus un patois qu'une langue, c'est pas discriminatoire de dire ça, c'est pas méprisant, c'est un fait. Je veux dire, c'est même dit par un dissident soviétique que j'ai cité dans un article que je détaillerai pas aujourd'hui, je vous renvoie vers le lien en question dans le sommaire. Donc c'est Viktor Kravchenko, un dissident soviétique qui avait fui aux États-Unis et qui avait écrit un bouquin où il disait que voilà, la langue ukrainienne n'a pas le vocabulaire adéquat pour la science, la médecine, etc. Je veux dire, ce qui est typique effectivement d'un patois qui était parlé dans les campagnes, mais qui n'était pas une langue réellement littéraire. Et le problème, c'est que sans livre en russe, l'Ukraine se prive d'un savoir scientifique assez important. Entre autres là, pendant le confinement, à cause de l'épidémie, les médecins ukrainiens ont demandé d'urgence d'autoriser l'importation de livres russes sur l'immunologie et la virologie, mais Macache, ils n'ont rien eu. Le problème, c'est que ces livres, étant achetés en très petite quantité en Ukraine, je veux dire, il n'y a que les Ukrainiens qui parlent l'ukrainien. Je veux dire, le russe est parlé dans pas mal d'ex-pays soviétiques, donc il y a un marché pour ça. Mais en Ukraine, je veux dire, le marché est quand même assez réduit, donc c'est pas rentable de traduire les livres depuis le russe ou l'anglais vers l'ukrainien. Résultat, il n'y a pas de traduction en ukrainien, et ils peuvent plus recevoir les originaux en russe. Et avec le confinement et le renforcement de la lutte du SBU contre tous les trafics, les circuits de contrebande qui permettaient d'en obtenir au prix fort ont été complètement interrompus. Donc là, le SBU fait des grands trucs, comme quoi ils ont intercepté des gens, entre autres, qui ramenaient des livres pour enfants, tu vois, en russe. Voilà, c'est horrible comme crime, tu vois, c'est n'importe quoi. Le petit problème, c'est que les publications russes sont pas anodines en termes de chiffres. À la fin du XXe siècle, il y avait jusqu'à un tiers des nouvelles informations scientifiques et techniques qui étaient publiées en russe. Et pour la physique et la médecine, ça montait même à 50%.
Donc c'est pas du tout négligeable. Ce bannissement, c'est en train de foutre la merde au niveau scientifique en Ukraine. Et il y a des étudiants dans les filières scientifiques qui se barrent dans d'autres pays, comme par exemple la Pologne, pour pouvoir étudier dans des conditions correctes, parce que c'est pas possible. C'est juste pas possible. Ça devient n'importe quoi. Je vais vous parler aussi d'un petit sondage qui a été fait en Ukraine, qui montre que 66,5% des Ukrainiens considèrent que l'Ukraine n'est pas un État indépendant et qu'elle est en fait gérée depuis l'étranger. C'est bien, il y a plus de la moitié des Ukrainiens qui est lucide quand même. Bon, il y en a que 22,5% qui croient que l'Ukraine est indépendante. Bon, ça par contre c'est un peu inquiétant quand même, qu'il y ait presque un quart de la population qui croit encore à cette fable. Mais bon. Parmi les pays ou institutions qui selon eux ont le plus d'influence sur le pays, sans surprise, 45,2% mentionnent le FMI, un peu plus de 40% mentionnent les États-Unis et 39,4% l'Union européenne. Ça, je pense qu'ils surestiment un petit peu l'influence de l'Union européenne sur l'Ukraine, parce que l'Union européenne est elle-même un protectorat américain, donc ça revient au même que l'influence directe des États-Unis. Alors, concernant cette influence, donc 42,5% des répondants considèrent que le président ukrainien dépend totalement de l'influence de ces pays ou organisations. C'est énorme. 40,7% considèrent qu'il en dépend sur certaines questions, mais pas forcément sur tout. Et seulement 10,1% croient qu'il est totalement indépendant de toute influence étrangère. Donc on a 10% de gens qui croient encore au Père Noël. On a d'ailleurs plus de la moitié, 58,5% des Ukrainiens qui considèrent que cette influence extérieure est néfaste. Donc ça c'est pas mal, il y a quand même plus de la moitié de la population qui est quand même relativement lucide. Ça rassure quand même. D'ailleurs 45,4% des répondants considèrent que la politique économique du gouvernement ukrainien dépend en fait de l'influence de ces autres pays ou organisations. 41% considèrent que l'influence est partielle et seulement 7,7% qui considèrent que le gouvernement ukrainien est totalement indépendant dans sa politique économique. Donc ça, c'est ceux qui croient au farfadet et autres trucs du même tonneau. Vous vous souvenez aussi que je vous avais parlé de ces étrangers qui se gavent sur le dos, entre autres, des entreprises ukrainiennes en siégeant dans leur conseil de supervision, sans parler de ceux qui travaillent carrément au sein du gouvernement ukrainien. Il y a quand même 52,8% des Ukrainiens qui considèrent que leur présence est néfaste, et seulement 14,6% qui considèrent que non. Donc ils se rendent bien compte quand même que ces gens-là leur font pas du bien. L'accord avec le FMI, clairement, est pas du tout soutenu par les Ukrainiens. 61,3% des Ukrainiens ne soutiennent pas l'augmentation des tarifs du gaz et du chauffage qui est due à cet accord. 54,9% ne soutiennent pas la réforme scolaire et 52,5% ne soutiennent pas la réforme de la santé. Donc tout ça sont des mesures qui sont imposées par cet accord avec le FMI. Concernant la situation dans le pays, on a quand même 61,3% des Ukrainiens qui considèrent que la situation en Ukraine est tendue, donc en augmentation par rapport au mois de juin où ils étaient que 55,8%. 18,8% considèrent que la situation est critique et explosive, ils étaient que 14,1% en juin, et seulement 15,1% pensent que la situation est favorable et calme, contre 25,3% en juin, donc il y a toujours 15%. Si j'étais gentil, je dirais d'optimiste, mais là, c'est au-delà d'optimisme. Là, c'est du vœu pieux, quoi, les mecs. Faut redescendre sur Terre. Faut arrêter de vivre à Bisounours-Land, parce que là, ça devient dangereux. Concernant la guerre dans le Donbass, ce sondage indique que 46,4% des Ukrainiens pensent que Kiev doit appliquer les accords de Minsk pour résoudre le conflit, donc un petit peu plus, un point de plus qu'en juin. 24,2% par contre considèrent que c'est normal de ne pas les appliquer. Bien. On a quand même 42,7% des répondants qui soutiennent l'octroi d'une autonomie à la RPD et RPL, donc ça c'est pas mal, contre 37,3% qui sont contre. Et on a 50,7% des Ukrainiens, donc un petit peu plus que la moitié, qui soutiennent l'idée de négocier directement avec les RPD et les RPL pour amener la paix dans le Donbass, contre 38,5% qui sont contre. Donc on a quand même un petit peu plus de la moitié de la population qui est pour qu'en fait ils appliquent les accords de Minsk. Voilà, si on regarde la réalité, parce que c'est ça, les négociations directes, ça fait partie des accords de Minsk. Et puis, vous vous souvenez là de mon truc en plusieurs épisodes là avec les rondins radioactifs là,
Vous savez, on a vu le premier épisode avec les rondins radioactifs qui rendent les soldats malades dans les tranchées de l'armée ukrainienne dans le Donbass. On avait découvert le second épisode avec donc l'origine certaine de ces rondins, avec cette vidéo des camions qui sortaient de la zone d'exclusion de Tchernobyl avec un superbe chargement de troncs d'arbres. Et ben voilà l'épisode 3. L'épisode 3, alors cette fois c'est la police ukrainienne qui a arrêté des gens qui avaient collecté plus de 300 kilos de baies, donc entre autres des myrtilles, et 20 kilos de champignons dans la zone d'exclusion de Tchernobyl et qui voulaient les vendre en dehors. Petit problème, c'est que le taux de radioactivité des baies et des champignons était 2 fois supérieur au seuil maximum autorisé. Voilà, donc après les rondins radioactifs, les champignons et les myrtilles radioactives, c'est de mieux en mieux. Bon, les personnes ont été arrêtées, hein, leur cargaison et leur véhicule saisis. Ils risquent quand même jusqu'à 3 ans de prison pour violation des normes en matière de radioactivité. Alors, si vous voyez des champignons et des fruits qui viennent d'Ukraine dans vos magasins, je vous recommande pas de les acheter. Parce que vu la corruption galopante en Ukraine, vous pouvez pas être sûr que même si on vous indique une autre ville, hein, genre si on vous indique qu'elle vienne de Poltava ou je sais pas quoi, vous pouvez absolument pas être sûr que c'est vrai. Je veux dire, si un mec a payé un pot de vin pour dire que des champignons ou des baies venant de Tchernobyl sont en fait de Poltava, ça passe crème. Hein. Donc voilà, si vous voulez pas bouffer des champignons qui brillent dans le noir, voilà, je vous recommande pas. Hein, les trucs qui viennent d'Ukraine, méfiez-vous, parce que là, quand je vois des trucs comme ça, je veux dire, vous vous rendez compte de la quantité, quoi. Je veux dire, 300 kilos de baies, 20 kilos de champignons. Bon, je veux dire, on n'a pas fini avec ce truc-là, hein, c'est de mieux en mieux. Alors, j'ai un seul pendant ce temps-là à Kiev, mais alors, il est terrible. Asseyez-vous. Mettez une alaise sur votre chaise ou votre canapé ou l'endroit où vous êtes assis. Parce que là, bon, je sais que la réécriture de l'histoire en Ukraine, c'est le sport national. Mais là, on touche le fond. Enfin, j'espère en tout cas. Parce que s'il continue de descendre plus loin, enfin... J'aimerais quand même que c'est pas pour que vous compatissiez sur mon sort, mais que vous compreniez bien, à chaque fois que je dois préparer le site rep, je dois me taper la lecture de tout un paquet de trucs débiles qui viennent d'Ukraine. Ça me fait saigner des yeux. Je perds des neurones à chaque fois parce que mais ils se suicident, ils se font harakiri mes neurones quand ils voient des conneries pareilles. Donc j'aimerais que vous compreniez un petit peu hein, quand même que voilà c'est pas du tout un truc anodin. Hein. Chaque semaine je dois me taper des trucs aussi débiles. Au bout d'un moment ça mine quand même un peu le moral, la foi dans l'espèce humaine. Enfin je veux dire parce que là ce qu'ils nous ont sorti c'est quand même épique. Donc c'est un chercheur ukrainien qui a publié un bouquin dans lequel, tenez-vous bien, il a sorti que les héros et les dieux grecs, mais aussi les prophètes et dieux juifs, viennent en fait d'Ukraine. Voilà, donc voilà, vous pouvez vous pisser de rire dessus. Donc on avait déjà hein, les histoires d'étymologie avec la Galicie, où ils essayaient de faire croire que la France... le mot Gaule qui venait de Gallia, ça venait de l'Ukraine. Là, maintenant, c'est carrément la mythologie grecque, les héros grecs, les prophètes juifs. Alors, dans le rayon des exemples délirants, on a donc l'histoire du déluge, hein, avec Noé et son arche. Et ben en fait, ça aurait eu lieu sur le territoire de l'actuelle Ukraine. Hein, voilà, c'est là que Noé et sa petite famille auraient survécu et fait revivre la vie sur Terre, hein, si on en croit ce bouquin intitulé « Les glorieux ancêtres des Ukrainiens » par Sergueï Pidoubny. J'ai les yeux qui saignent, non sérieusement quand je lis des trucs comme ça. Alors pareil pour les Grecs, hein, pour lui qui, en fait, tous les mythes grecs, les héros grecs et même la science grecque, en fait, ça n'a rien à voir avec les Grecs. Voilà, tout ça, ça ferait partie en fait de l'histoire ukrainienne. Les Grecs seront contents de l'apprendre. En lien toujours avec la Bible, le gars te sort aussi que le nom de Nimrod indiquerait en fait une origine ukrainienne, parce que ça serait pas Nimrod, mais Niprod, voilà, ce qui viendrait du clan du Dniepr, hein, voilà. Voilà. Non, ça va très loin, hein, quand même. Hein. Je dis, c'est comme Gallia, un Gaule pour la France, qui viendrait de Galicie, enfin, on va loin là quand même, voyons conneries. Et pour lui, le dieu et les prophètes des Juifs, ça vient aussi des ancêtres des Ukrainiens. Voilà, les Juifs sont contents de savoir que leur prophète était ukrainien. Surtout quand tu vois le
le renouveau de l'idéologie néo-nazie en Ukraine et le fait que là-bas ils glorifient des gens qui ont aidé à exterminer les juifs. Oh la compote que ça fait, je vous raconte pas. D'ailleurs dans la présentation du livre, hein, on peut lire que le livre parle d'un peuple puissant, un peuple qui est créateur, un peuple qui est vainqueur et un peuple qui a semé la connaissance avec au moins 3000 ans d'histoire. L'Ukraine existe depuis 100 ans, les enfants, faut arrêter. Si c'était le peuple que tu décris, faudra que vous m'expliquiez pourquoi depuis la chute de l'URSS, l'Ukraine a perdu presque tous ses fleurons industriels. Donc ils ont laissé couler Antonov. Il y a aussi un fleuron industriel qui produisait des camions là qui est en faillite. Pourquoi l'Ukraine est plus foutue de recréer un avion digne de l'Antonov 225, le fameux Moria, le plus gros avion au monde. Depuis la chute de l'URSS, vous n'avez pas été foutu ne serait-ce que de finir le deuxième, qui est toujours en chantier depuis l'époque de l'URSS. Donc, vous n'êtes déjà pas foutu de faire un mortier qui explose pas à la gueule des soldats qui l'utilisent. Le fameux Molot, là, le broyeur de soldats. C'est tellement délirant, les gens en ont rigolé sur Twitter. Dans les commentaires sous la publication d'Edouard Dolinsky, le fameux Edouard Dolinsky que je cite régulièrement, qui est le chef du comité juif ukrainien, il y a quelqu'un qui a continué le délire en disant, en rigolant, que si Ève avait pris le fruit défendu sur l'arbre de la connaissance, c'est sûrement parce que les Russes avaient volé toute la nourriture. J'en peux plus, sérieusement. J'espère qu'ils ont touché le fond. Dites-moi qu'ils peuvent pas creuser plus loin, c'est pas possible. Là, ils vont atteindre le noyau terrestre. Après, ils vont atterrir de l'autre côté de la planète, ils vont atterrir en Chine. Enfin, je sais plus quoi faire. Enfin, franchement, c'est épuisant. C'est vraiment épuisant. Semaine prochaine, ce sera donc le 200e rapport de situation sur le Donbass. Donc, si très anniversaire, je réfléchis à faire un truc un petit peu spécial. J'ai pas encore d'idée fixée, je vous avoue. On va voir. Après ce 200e sitrep, je serai en vacances. Je sais pas encore, ça sera 1 ou 2 semaines. Je vais voir, ça va dépendre aussi de l'actualité. S'il y a des choses réellement importantes, comme d'habitude, je ferai quand même une news à ce sujet. Mais s'il n'y a rien de vraiment urgent, voilà, je vais me mettre en repos, j'en ai besoin. Donc voilà, prochain rapport de situation, ça sera un spécial anniversaire, et après ça, vous me retrouvez soit 15 jours ou 3 semaines après, on va voir comment je gère ça. Et donc en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain rapport de situation sur le Donbass. En attendant, ne mourrez pas de rire en écoutant les dernières conneries made in Kiev. Voilà, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine.